Dernières interviews, dernier meeting, dernière force dans la bataille. La campagne s'achève ce soir à minuit pour le premier tour des élections législatives, avec évidemment un degré d'incertitude très fort et beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir. Dans quelle ère allons-nous entrer juste après? Avec qui comme Premier ministre? On n'a pas encore la réponse. C'est ce qui fait aussi la saveur de l'actualité. Et c'est ce qui donne aussi du poids aux analyses que vous allez écouter, qui sont celles de nos débatteurs, qui prennent du recul, comme vous le savez, sur tous ces événements où ils essaient de nous apporter de l'information. Le 7 juillet, les choses seront jouées, ou du moins ce sera le début d'une nouvelle histoire. Tous les sondages donnent une avance assez confortable au Rassemblement national, mais le nouveau Front populaire gagne également des points dans les sondages, renforcé pour le RN par la frange des Républicains alliés à Éric Ciotti, donc. Et donc, on a 36% à peu près des intentions de vote. Ça, c'est le sondage Elab, comme pour l'IFOP et Ipsos la veille. Voilà où on en est côté sondage. Et donc, le Front populaire est autour de 29. Et puis, la majorité macroniste sortante est autour de 19,5, 21%. Voilà comment les choses se tiennent. Alors, les questions qui se posent pour nous, c'est le positionnement, les prises de position. Quel regard porter sur cette élection? Et en particulier, dans le monde catholique et chrétien au sens large, il y a eu quelques mobilisations. La coordination chrétienne contre l'extrême droite place Vauban dimanche dernier, par exemple. Et puis, il y a aussi des prises de parole, des tribunes. On va essayer d'en discuter avec nos trois débatteurs. Jean-Pierre Denis et son retour ce matin, écrivain et journaliste. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Louis. On est ravi de vous accueillir de nouveau sur cette antenne. Oui, ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas invité. Oui, mais écoutez, moi je croyais que vous étiez fâché ou alors vous étiez en vacances. Mais on est très heureux de vous avoir. Très heureux aussi. Vous venez de publier aux éditions Ad Solem, Nul n'est censé ignorer la météo. Mais de quoi s'agit-il? Je ne savais pas que vous étiez transformé en Jacques Kessler. Alors, je ne peux que vous inciter à lire ce recueil de poésie. Je ne doute pas que vous lisiez beaucoup de poésie. Voilà, c'est une réflexion un peu métaphysique, mais c'est la métaphysique d'un idiot. Vous savez, moi, la poésie, c'est pour les enfants. Hein. Mais ce n'est pas votre premier recueil de poésie, d'ailleurs. C'est mon 7e recueil, oui, voilà. Chez Ad Solem. Alors on verra si vous êtes poète ce matin, on va voir comment les choses se déroulent. Antoine-Marie Zohar dirige la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Merci beaucoup également d'être là. Elisabeth Geffroy est avec nous aussi, elle représente le mensuel La Nef. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louis. Et donc merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Je précise que vous êtes normalienne, agrégée et professeur de philosophie. Allez, on va commencer sur commencer et finir, puisque c'est quasiment monothématique ce matin, ça sera sur les élections législatives. Je voulais savoir vous-même comment, au bout de ces 15 jours, dans quel état d'esprit vous êtes après 15 jours de campagne de la dissolution, au moment où on est aujourd'hui. Antoine-Marie, est-ce que votre appréciation des choses a évolué en 15 jours? C'est-à-dire, est-ce que cette campagne a servi à quelque chose? D'abord, merci de donner la parole. Moi, je ne m'en remets toujours pas, en fait. Je suis toujours sous le coup de cette annonce vers 21h du président de la République au soir des élections européennes qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est un pari, pour le moins, très risqué, voire fou, totalement fou. Fou, non pas pour le résultat des urnes dans 2 semaines, pas tant pour ça, parce que ce sera forcément le miroir, la vitrine de la réalité politique du moment. Mais quand même, il savait ce qu'il faisait, inévitablement, il y avait réfléchi, c'est ce qu'il nous dit depuis quelque temps maintenant. Il a commencé à en faire l'exégèse au bout de quelques jours, j'y pense depuis un petit moment, enfin voilà. Moi je pense qu'on saura dans 2 semaines, mais peut-être plus à la fin de l'été, s'il a eu raison de craquer une allumette alors que le pays est assis sur un baril de poudre. C'est-à-dire que on sait très bien que le pays est en mauvais état. On sait qu'il y a 1 an, à cette date-ci, il y avait des émeutes dans les rues de régions parisiennes et de très nombreuses métropoles en France. Moi, je suis très surpris par ce pari risqué. Je suis très inquiet par ce qui va sortir des urnes d'une France totalement ingouvernable. Elle l'était déjà, c'est un fait. On va certainement s'en parler ce matin Et elle le sera encore plus. Mais elle le sera encore plus. Et il n'y a qu'à voir les débats encore d'hier soir. C'est lunaire, en fait. Jean-Pierre Denis. Bruno Retailleau, le sénateur républicain, vous savez, c'est un parti politique qui a longtemps gouverné la France. C'est qui il a une formule que je trouve très juste. Franchement, j'aurais aimé lui piquer. Il a dit Emmanuel Macron, c'est pas un extrême centrisme, c'est un extrême égocentrisme. Et il y a, je pense, beaucoup de ça. Et c'est vrai que c'est assez troublant de voir un pays soumis finalement à cet égocentrisme. Au fond, c'est un homme à qui rien n'a jamais résisté, qui s'est toujours fait fort de transgresser et à qui cette transgression a toujours réussi. On regarde l'ensemble de son parcours, c'est assez frappant. On peut citer évidemment son arrivée à la présidence de la République.
Et je pense qu'on l'a vu. Il a été élu quand même. Oui, c'est pour ça que je dis ça lui a toujours réussi. Et finalement, il n'a jamais connu l'échec. Tiens, peut-être à part à Normal Sup. Donc, il n'a jamais connu l'échec et il a toujours pensé qu'il était suffisamment intelligent, peut-être plus intelligent que vous et moi, et qu'il allait donc vous expliquer. C'était la fameuse formule de Gilles Legendre, je crois, qui malheureusement pour lui n'a pas été réinvesti, comme quoi ils sont quand même parfois assez ingrats, où la politique est assez dure. C'était, on était trop intelligent, donc sous-entendu, les électeurs sont des idiots, ils n'ont rien compris. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est dit une fois de plus, comme avec les gilets jaunes, comme d'ailleurs au moment des retraites, les Français n'en voulaient pas, l'Assemblée nationale n'en voulait pas, mais on va leur expliquer parce que on est plus intelligent qu'eux. Il s'est dit, je vais dissoudre et ils vont comprendre que je suis plus intelligent qu'eux et ils vont se rallier. Et cette fois-ci, il me semblerait que ça n'ait pas marché. Il est trop tôt pour le dire. Si. Enfin, franchement, évidemment, il peut y avoir des surprises. On peut imaginer une victoire surprise de la gauche, par exemple. C'est pas du tout impossible. Il y a un décalage qui est de 4 ou 5 points. Bon, on a une campagne qui est très très courte, qui permet pas vraiment de faire bouger les choses. Mais en fait, on ne sait pas. De toute façon, une élection, tant qu'elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu. Mais quand vous êtes à 20 points, vous l'avez évoqué, quand vous êtes à 20 points dans les sondages contre pour Renaissance contre pratiquement 2 fois plus pour le Rassemblement national, il y a assez peu de chances que le rapport de force s'inverse. L'hypothèse la plus probable, je ne dis pas que c'est ça qui va se réaliser, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit une assemblée ingouvernable et donc une France encore plus enfoncée dans le chaos, parce que si il y a des raisons de redouter ce que pourrait être telle ou telle majorité, il y a des raisons encore plus grandes de redouter ce que pourrait être une situation dans laquelle il n'y a pas de majorité dans un pays qui n'a pas la culture du compromis. On n'est pas les Belges, les Néerlandais, les Allemands. Vous pouvez avoir en Autriche un parti conservateur qui fait une coalition avec des Verts et ça se passait jusqu'à il n'y a pas longtemps pas si mal. Donc ça, c'est absolument impensable en France. Il y a un consensus libéral en Autriche. Consensus libéral. Il y a un consensus, il y a une culture du compromis dans beaucoup de pays européens et en France, on l'a pas. Ingouvernable, c'est le terme qui revient le plus souvent. Alors, Elisabeth Geffroy, quant à vous, cette campagne donc a duré 15 jours, une campagne express. Dans quel état d'esprit êtes-vous, pour reprendre la même question? Oui, je partage le constat de mes deux interlocuteurs. De la part d'Emmanuel Macron, on a effectivement l'impression que c'est la réaction d'un orgueil blessé ou une sorte de leçon donnée à un peuple qui aurait mal voté. En tout cas, c'est assez surprenant sur les motifs même psychologiques. En fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a une sorte d'arrivée par effraction du psychologique, je trouve, dans le débat politique, parce que c'est tellement incompréhensible qu'on en vient à changer le plan d'explication pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais en fait, sans même devoir invoquer du psychologique, je pense que on en arrive En fait, Macron récolte ce qu'il a semé et on en arrive au point d'aboutissement du macronisme. Toute la stratégie d'arriver au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'était de dire il y a moi et des extrêmes. Il y a moi, c'est-à-dire le camp progressiste et les populistes. Et à force d'avoir essayé de faire table rase autour de lui, d'éliminer peu à peu la gauche et la droite dite de gouvernement, on se retrouve effectivement avec 3 blocs ultra polarisés, dont 2 qualifiables par beaucoup d'extrêmes. Mais c'est lui qui a voulu instaurer cette espèce de chandouine où il serait... Puis il peut en arriver face à nous en disant c'est le chaos moi, la social-démocratie ou le chaos, mais à un moment où le moi en question est très décrédibilisé. Donc où effectivement, il peut enfoncer la France dans une impasse. Et je pense que c'est vraiment une faute très grave de la part d'Emmanuel Macron, que certains diagnostiquent depuis longtemps, qui est que en fait, ce logiciel droite-gauche qu'il a voulu abolir, c'était le référentiel dans lequel s'organisait la discussion publique, le débat civique. La démocratie, c'est pas juste l'exercice formel du vote de temps en temps. C'est c'est un art de la délibération, c'est un certain état de la discussion publique. Et il se trouve que cet échange d'idées qui permettait aussi l'alternance politique, c'est tout le cœur de la démocratie et c'était permis par le clivage droite-gauche. Il a voulu jouer avec ce jouet-là, il l'a cassé, et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. De fait, s'il n'y a plus que des extrêmes, le mot extrême en soi signifie que la personne n'est pas légitime pour discuter. Tout à fait. Donc, tout à fait. on se demande avec qui on discute après. C'est exactement ça. Il a joué sur la disqualification de l'adversaire au lieu de jouer le jeu du débat d'idées jusqu'au bout. Est-ce que cette campagne vous a convaincu, les 15 jours de campagne? Est-ce que ça change l'état d'esprit? Là, c'est une question que je vous pose à tous les trois. Elisabeth, est-ce que cette campagne a servi à quelque chose? Les débats qu'on a eus, les débats télévisés en particulier, ou est-ce qu'on est saturé de débats télévisés?
C'est assez intéressant. Je me faisais la réflexion en regardant j'ai pas pu le regarder en entier, mais je regardais le débat sur TF1 entre Attal, Bardella et Bompard. Et mardi soir, et ça me faisait penser à une analyse de Christophe Guilluy que Le Figaro a fait paraître le lendemain de l'élection européenne, où Guilluy reprenait son éternelle distinction entre la France d'en haut, la France d'en bas, la France périphérique, la France des métropoles, et où il disait que cette élection européenne montrait plus que tout qu'on avait ces fractures françaises, et lui disait, je crois que je ne parle même plus de fracture, je parle de schisme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un fossé entre deux types de France, et la cartographie des résultats des élections européennes était extraordinaire à regarder, enfin extraordinaire et assez inquiétant. Le vote RN à Paris, c'est 8,5%, c'est 31% dans le reste de la France. Donc il y a évidemment ce vote qui a révélé ce schisme entre deux France, et Guilluy parle de bulles culturelles, de bulles sociales, et de deux France qui ne parlent même plus le même langage. Et en fait, il dit, on ne se rend pas compte à quel point il y a une forme d'autonomie, de contre-culture en fait de cette France d'en bas, qui a pris son autonomie culturelle au point que le discours médiatique et le discours politique ne forgent plus son opinion. Et donc ces débats deviennent des exercices assez formels qui n'ont plus de prise vraiment, qui n'accrochent plus dans l'esprit des gens et qui, à mon avis, peuvent remobiliser des bases, mais n'ont plus le pouvoir de faire évoluer vraiment l'état du débat politique ou le vote des gens. Et donc, on en arrive à des débats qui ont beaucoup moins de sens. Houellebecq disait, je crois qu'il s'étonnait toujours de voir se déverser des heures et des heures de débat sans que jamais un mot ne soit dit. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est votre avis, Jean-Pierre, Antoine-Marie? Ça tourne un peu à vide, en fait, tous ces débats. Ça ne sert pas à grand-chose. En même temps, c'est une campagne qui est trop courte pour qu'il puisse y avoir vraiment l'espace d'un débat. Et d'ailleurs, c'est un des reproches qu'on peut faire à cette décision du président de la République, c'est justement de tuer le débat dans l'œuf. Parce que, franchement, on n'a pas le temps de se faire réellement, à supposer qu'on ne l'ait pas déjà. Alors, peut-être que l'idée, c'est qu'on a déjà, chacun d'entre nous, une opinion. Mais enfin, une campagne, en théorie, ça sert à ça. On voit d'ailleurs des mouvements dans une campagne. Il y en a eu dans la campagne des européennes. Par exemple, la liste de Glucksmann est remontée lentement jusqu'à tutoyer celle du parti de gouvernement. Donc, il y a des mouvements dans une campagne électorale. Là, il n'y a pas le temps d'un mouvement. Je voudrais aller dans le sens que vous disiez à l'instant sur ajouter à la géographie la sociologie, qui est aussi très frappante, en particulier quand on regarde la jeunesse. Aujourd'hui, il y a deux jeunesses, au fond, en France. Il y a une jeunesse urbaine qui fait des études, qui appartient sans doute plutôt à ce qu'on appelait autrefois la bourgeoisie. Cette jeunesse, elle est radicalisée vers la gauche, en général, et donc vers LFI. Il ne viendrait pas du tout à l'idée de voter pour un vieux truc qui s'appelle le Parti Socialiste. Et puis il y a une autre jeunesse qui est en miroir, qui ne rencontre jamais la première, qui ne la rencontrera jamais, qui vit dans des territoires dans lesquels cette première jeunesse n'ira pas, parce qu'en fait, elle est plutôt à l'aise dans la mondialisation, elle se sent en phase avec la jeunesse de New York, avec celle de Londres, et cette deuxième jeunesse, elle vote assez nettement, assez massivement pour le Rassemblement national. Donc on a cette polarisation ne laisse d'ailleurs aucun espace, ou un espace en tout cas assez réduit au centre pour, disons, une certaine modération. C'est quelque chose que l'on peut comprendre d'ailleurs, parce que de toute façon, il est normal que la jeunesse soit, disons, plus excessive dans ses opinions que les générations plus âgées, ça s'est toujours produit comme ça, mais cette fois-ci, c'est particulièrement frappant. En fait, c'est la puissance des frontières qui ressurgissent comme ça dans les territoires. Il y a des frontières, des murs. En tout cas, je me dis, moi, il y a quelque chose de... Alors, la comparaison, pardon, est peut-être pas très pertinente, mais je crois qu'elle l'est quand même un peu. Il y a quelque chose d'un peu de ce qui s'est passé en 68 avec l'émergence d'une jeunesse qui est complètement en désaccord avec les générations qui l'ont précédée. Peut-être, là je parle davantage de ceux qui votent pour l'extrême gauche. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment marquer profondément la société française. Antoine-Marie Izoard, là-dessus, est-ce que vous partagez les analyses avant de passer à d'autres questions ? Évidemment, on peut difficilement ne pas rejoindre, entre autres, ce que disait Elisabeth Geffroy sur cette France des élites, sur cette carte. Je ne sais pas si vous avez vu la carte qu'a publiée, je crois, Le Monde au lendemain des élections. Vous voyez cette France bleue, j'allais dire marine, mais en l'occurrence, c'était pas du bleu marine, c'était du bleu très foncé, pour dire, voilà, ça c'est la France RN, où on avait voté dans toute la France
à l'exception de Paris et de l'Île-de-France, et peut-être un peu de l'Ouest parisien, suivez mon regard, pour le RN en majorité. Et puis vous aviez un îlot central, effectivement un îlot central totalement déconnecté du reste du pays, où on avait voté pas mal Macron et un peu à droite dans les 2 arrondissements parisiens. Et puis voilà. Enfin, quand je dis à droite, je sentais à la droite que j'ai connue quand j'étais petit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La droite de gouvernement. Ah, effectivement, on est tous d'accord pour dire que ça a été sa façon de gouverner et d'arriver au pouvoir. Emmanuel Macron a dispersé, dynamité, explosé, comme disaient les tontons flingueurs, façon puzzle, les partis de gouvernement. Et le résultat des courses, c'est qu'il a fini par dynamiter son propre parti. Parce que comme c'était totalement poreux, il a facilité cette porosité. Cette porosité s'est faite avec le macronisme, elle se fait encore, où il y a encore des gens de LR qui, jusqu'au dernier moment, continuent à passer chez les macronistes. Il y a quelques socialistes, mais il y a surtout l'inverse qui s'est produit maintenant. Et c'est là qu'en fait, il n'avait pas probablement tout pesé. C'est que ça part vers la gauche, ça part vers la droite, et vers les extrêmes des 2 côtés, et que finalement les extrêmes ne sont plus des extrêmes, c'est des extrêmes très larges, à droite comme à gauche, parce que on peut parler d'extrême droite, mais quand vous avez tout le clan Ciotti qui part vers Marine Le Pen et Jordan Bardella, vous pouvez plus parler d'extrême droite. Tout ça a été quand même pas mal nettoyé aussi. Alors justement, je vous arrête on en un peu reparlera, là-dessus. Non, mais c'est important. Et c'est pareil à gauche finalement. Et c'est pareil à gauche parce que vous avez le PS, les écolos qui ont rejoint ce front totalement improbable, totalement hallucinant en fait, avec des idées inconciliables. La seule volonté, c'est de gagner, de l'emporter et de faire barrage. Le faire barrage, moi, commence à m'insupporter, de droite comme de gauche. Est-ce que justement la dénomination extrême, est-ce qu'on peut d'abord renvoyer dos à dos les extrêmes? Est-ce que le terme d'extrême est un qualificatif suffisamment éloquent dans la mesure où on a le sentiment d'avoir déjà à l'intérieur de ces pôles très polarisés, comme vous l'avez dit, en fait des coalitions, mais des coalitions et des ententes? C'est faire le jeu d'Emmanuel Macron, de toute façon, parler d'extrême. Pourquoi pas? Il y a bien des positions extrémistes à droite et à gauche. Mais c'est faire le jeu de toute façon d'Emmanuel Macron. Et puis il y a une forme de, je suis désolé de dire ce mot-là, mais il y a une forme de fascisme à gauche comme à droite. La violence, l'utilisation de la violence à l'Assemblée nationale ou de faire descendre les Français dans la rue, ce qui est une démarche proprement, aujourd'hui très soutenue à l'extrême gauche, donc par Monsieur Mélenchon et ses amis. Donc le désordre face à l'ordre, avec un ordre bien droit dans ses bottes. Mais voilà, donc je sais plus où est le fascisme en fait. Pardon d'utiliser ce gros mot, mais je refuse en tout cas qu'on dise il y a un parti fasciste. Et un autre qui ne l'est pas, en fait. Voilà. Le fascisme a-t-il changé de camp? C'est la question. Je suis pas sûr qu'il ait changé. Je pense qu'il en reste un peu. Non, mais en tout cas, il faut accepter de confronter les mots aux réalités en face. Oui, mais c'est pas simple parce que l'emploi des mots est une facilité. C'est une facilité linguistique. Je suis bien d'accord. À quelle réalité ça correspond? Est-ce qu'on peut encore en tout cas, utiliser si on ces prend mots? historiquement ce que signifiait, si on prend le cas de l'extrême droite, historiquement, l'extrême droite, ça a quand même des critères que les historiens ont essayé de dégager. Donc on peut avoir des débats, mais il y avait des ingrédients qui mettent tout le monde d'accord. Une forme d'antiparlementarisme, la menace ou le chantage de la violence de rue, l'antisémitisme, le racisme, le refus des institutions, ou en tout cas la mise en danger des institutions. Bon, tout ça, c'était des ingrédients qui étaient quand même constitutifs de ce qu'on a appelé l'extrême droite. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on en trouve beaucoup d'ingrédients au Rassemblement national. Il leur reste, en tout cas, ils ont une fibre populiste de toute évidence. C'est un parti populiste, et on peut dire aussi démagogue, qui parfois joue sur certaines facilités de réponse, de diagnostic, et qui va peut-être un peu trop dans le sens de certaines passions. Mais est-ce qu'il reste un parti d'extrême droite ? Moi, j'ai du mal à en voir certaines traces aujourd'hui. À l'inverse, si on reprend ces ingrédients-là, effectivement, moi, j'en retrouve énormément chez LFI. Et donc, par extension, dans le nouveau Front populaire. La violence de rue, le chantage au chaos, c'est ce qu'ils nous brandissent depuis le début de leur... en tout cas, depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale et surtout depuis cette dissolution. Leur antisémitisme,
malheureusement, et vraiment malheureusement, il n'est plus à démontrer, j'ai l'impression, en tout cas parmi les rangs de LFI. Sauf qu'à gauche, on dit qu'il est accidentel, alors qu'à droite, on dit qu'il est ontologique. Oui, mais c'est incroyable ça. Enfin, c'est. Non, mais c'est vraiment. C'est ce qui a été dit. Hein. Mais bien sûr, mais c'est extraordinaire. C'est le pas de plus vers l'acceptation de l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est un antisémitisme qui, justement, contrairement à ce qu'ils disent, ne devient plus accidentel, mais qu'on fait rentrer dans un cadre de pensée et donc qu'on peut d'autant plus installer et légitimer. C'est extrêmement grave et c'est ahurissant. Moi, vraiment, j'étais effarée devant cette séquence de voir à quel point on a laissé passer cette chose-là. On l'a commenté, mais en fait, on la laisse passer. Moi, je suis vraiment sciée d'assister à ça. Et tout, c'est eux qui légitiment l'usage de la violence. Ils ne parlent jamais de dissoudre leur propre groupuscule hyper violent. Ils se sont habitués au spectacle de violence, que ce soit dans les émeutes, lors des émeutes de juin, dans toutes les manifestations, les Black Blocs, Sainte-Soline, etc. Enfin, vraiment, s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui reprend les ingrédients de ce qui était cette extrême droite-là, aujourd'hui, elle est chez LFI. Et pourtant, Gérald Darmanin a dissous trois groupuscules d'extrême droite, là, récemment. Oui, tout à fait. Voilà. Mais à l'extrême gauche, on attend peut-être toujours. Ah bah... Oui, alors Jean-Pierre Denis. On attend toujours. Moi, j'attends pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis absolument contre ces dissolutions. Vous pouvez imaginer que j'ai pas une énorme sympathie pour le GUD. Hein. Je suis pas en train de défendre le GUD à votre antenne. En revanche, je suis préoccupé. Et cela m'eût étonné, Jean-Pierre. Et c'est pas nouveau. Je suis préoccupé. Je l'étais déjà sous Sarkozy. Je l'étais sous Hollande et je le suis encore aujourd'hui. Et en particulier quand j'ai vu toutes les dissolutions décidées par Gérald Darmanin, je suis préoccupé parce que je suis attaché aux libertés publiques, je suis attaché à la liberté d'expression et je suis assez inquiet de voir que finalement on prend l'habitude, on se résigne à dissoudre des groupes alors qu'en fait s'ils ont fait des choses qui sont contraires à la loi, si telle ou telle personne a fait des choses qui sont contraires à la loi, qu'elle soit poursuivie. Mais dissoudre ces groupes, ça fait plaisir. Parce qu'évidemment, il se trouve que j'aime pas le GUD. Donc je vais dire, je suis très content qu'on ait dissous le GUD. Mais le jour où on va dissoudre un autre groupe, un autre pouvoir va arriver et va dissoudre d'autres groupes. En fait, tout est en place pour une évolution vers la démocratie illibérale. Et c'est ça qui me préoccupe et que je trouve on ne voit pas, alors que ça vient. Ça a commencé déjà avec des états d'exception. Il y a toujours des bonnes raisons de mettre à bas les libertés publiques. Moi, je trouve qu'il faut les défendre, y compris quand ce sont les libertés de ceux que nous détestons. Ensuite, il y a la question de l'antisémitisme. Je pense que la question de l'antisémitisme le virus a été délibérément sorti de son laboratoire et mis sur le terrain public pour des raisons électoralistes qui ont d'ailleurs fonctionné. Il faut dire que ce choix a réellement fonctionné pour LFI pendant la campagne européenne. Je suis vraiment absolument désolé de ça. Pour moi, il n'y a pas de différence de nature entre un bon antisémitisme de gauche et un mauvais, ou je ne sais pas, ou le contraire. Vous voyez, ça ne veut rien dire. En fait, l'antisémitisme, il est partout. Historiquement, il est partout. Je trouve que je connais un petit peu cette question. Il était chez les Romains, il était chez les catholiques, il était chez les luthériens, et pas que un peu. Il était chez, évidemment, les fascistes. Il était chez les communistes, et pas que un peu. Et aujourd'hui, il est là. Donc il faut l'identifier là où il est, et le dénoncer, et le combattre là où il est. C'est pas autre chose qu'un virus qui mute dans l'histoire et qui aujourd'hui est là. Jean-Pierre Denis, Antoine-Marie Zohar et Elisabeth Geffroy. La suite du grand débat juste après les infos de 8h. On va parler plus particulièrement des prises de position des cathos. Que faire dans cette élection? Vos avis, vos analyses à suivre après les infos de Simon Tatro.